La semaine dernière, je suis allée boire des verres avec des copains. On parlait des sommes qu'on dépensait, sans trop s'en rendre compte, dans des services de livraison de nourriture à domicile. Pour s'amuser, on s'est montré les historiques des applis qu'on utilisait. Et là, mes surprises extrêmes. Au-delà des montants dépensés, on a surtout réalisé qu'on commandait toujours les mêmes plats dans les mêmes restaurants. Moi qui pensais manger très varié, par exemple, j'alternais en réalité entre 3 restaurants. Il y avait un resto parisien vegan, sans sucre raffiné, sans gluten, avec juste des salades et des jus qui, moi, me passionnent. Il y avait aussi une adresse chinoise, spécialisée dans des plats très épicés de la province du Sichuan, avec des nouilles ultra fraîches et des raviolis de folie. Et enfin, un resto libanais dont le houmous, la salade de persil et les pains pita, servis juste tièdes, sont à tomber par terre. Et puis, c'est tout. En y réfléchissant, j'ai réalisé que ces petites fixettes alimentaires ne se limitaient pas qu'à mes livraisons. Que je sois au restaurant, en train de faire les courses dans les rayons de mon supermarché ou chez moi, je commande, j'achète et je cuisine très souvent les mêmes produits, même si j'ai l'impression que c'est le contraire. Pour ce 11e épisode de Manger, je me suis donc demandé pourquoi nous avions tendance à manger toujours les mêmes choses. Comment se fait-il que nos pulsions alimentaires se concentrent si souvent sur les mêmes aliments ? Pourquoi les enfants semblent-ils avoir plus de mal que les adultes à tester de nouvelles choses ? Et se peut-il que cette aversion pour des aliments inconnus se poursuive à l'âge adulte ? Je m'appelle Lauriane Meulière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Pour répondre à ces questions, j'ai contacté Doriane Cottel, une diététicienne nutritionniste spécialisée depuis plus de 15 ans dans la rééducation du comportement alimentaire et l'accompagnement des troubles alimentaires. Je l'ai retrouvée dans un restaurant du 19e arrondissement dans lequel elle a ses habitudes. Il y a une 30aine de places assises, l'ambiance est assez cosy. La carte est plutôt cosmopolite et on sent qu'elle a été pensée pour plaire à tout le monde. Il y a un fish and chips, un carpaccio de bœuf, des salades, des burgers. Pourtant, lorsqu'elle y déjeune, Doriane Cottel y commande toujours le même plat. J'ai découvert ce resto il y a quelques années où j'aimais beaucoup l'ambiance et ils avaient un plat, et d'ailleurs ils ont toujours, qui s'appelle le tigre qui pleure, et je le commandais parce que déjà d'une je trouvais que le nom était plutôt original, et il s'avère qu'en plus il était délicieux. C'est une pièce du boucher avec des petits vermicelles de riz et une salade un peu thaï et très bien assaisonnée, et la viande est très, je pense qu'elle doit être un peu marinée. Elle est tendre, vraiment délicieux. Est-ce qu'il y avait quelque chose de rassurant dans le fait de commander quelque chose que vous connaissiez ? Rassurant dans le sens où j'étais sûre que ça allait être bon, et qu'il n'y a que ici aussi où je pouvais manger ce plat-là. J'en fais pas chez moi. Il n'y a pas d'autre endroit où j'ai trouvé un plat équivalent. D'ailleurs, une fois, je crois que j'ai essayé le tigre qui pleure dans un autre resto, et j'ai été hyper déçue. Et du coup, si je prends un tigre qui pleure, c'est que ici. Est-ce que ça vous arrive souvent dans des restaurants de commander la même chose ou c'est uniquement ici ? Ah non, c'est général. C'est en fait quand je trouve un resto qui est bon avec un plat qui est bon, j'aurai tendance à choisir la même chose. Après, quand j'y retourne un certain nombre de fois, il y a comme une confiance qui se crée entre le lieu et moi, et je vais me sentir plus à l'aise pour explorer d'autres plats. C'est ce que j'ai fait ici, mais aussi dans d'autres restos. En commandant souvent la même chose dans les restaurants qu'elle fréquente, Doriane Cottel incarne un comportement que nous partageons tous à différents degrés. Une fois qu'on a osé goûter un plat et qu'on l'a trouvé bon, voire délicieux, on va avoir tendance à le commander à nouveau ou à en avoir envie. Parce qu'on connaît leur saveur, les plats qui nous sont familiers nous rassurent et nous évitent d'être déçus. Nous avons décidé de poursuivre notre conversation dans son cabinet.
C'est là que Doriane Cotel reçoit ses patients, au rez-de-chaussée d'une petite rue de la Butte-Montmartre, dans le 18e arrondissement. Elle m'y a expliqué que l'on était tous concernés par le fait de manger souvent les mêmes choses. Parce que c'est rassurant ou pratique, mais aussi parce que l'on ne savait pas toujours comment cuisiner ou consommer un aliment qui sortirait de l'ordinaire. Tout le monde est plutôt sujet à consommer les mêmes aliments, les mêmes produits régulièrement. C'est très fréquent parce que probablement ça a une part un peu rassurante. C'est plus pratique pour le quotidien de se faire à manger parce que trouver tous les jours une nouvelle recette, avec un nouvel aliment, c'est compliqué. Et après, en dehors de ça, les aliments complètement nouveaux, souvent on va être guidé pour les cuisiner. Donc si c'est nouveau, on va plutôt se faire accompagner pour le cuisiner et c'est le cas aussi, par exemple, des personnes qui sont en France et qui viennent d'un pays étranger. En fait, il y a des aliments qu'elles savent pas cuisiner et du coup, en fait, elles le prennent pas parce qu'elles savent pas. Si vous aussi, vous trouvez que vous avez toujours la même liste de courses et qu'une fois dans les rayons, vous vous tournez souvent vers les mêmes marques, c'est parce qu'au fond, on a besoin d'avoir des routines. L'année dernière, la BBC a réalisé une étude qui montrait qu'une fois qu'on avait acheté un produit et qu'on s'était habitué à lui, on essayait même de se persuader que c'était le meilleur, pour justifier notre choix. Doriane Cotel m'a ensuite détaillé les nuances qu'il existait entre les produits du quotidien et les moments exceptionnels où on essaye de sortir de l'ordinaire. Pourquoi, même quand on pense qu'on mange varié, qu'on est dans un pays industrialisé, etc., en fait, on se retrouve souvent à manger la même chose? Parce que, il y a, par exemple, pas mal de personnes qui témoignent d'un espèce de complexe de pas manger assez varié, et finalement de se retrouver à acheter toujours les mêmes aliments. Alors, c'est à la fois les mêmes aliments et en même temps pas tout à fait, parce qu'on va avoir souvent les mêmes fruits et légumes qu'on va acheter, les mêmes fromages, les mêmes yaourts, donc il y a tout un panel comme ça d'aliments différents et en même temps dans chaque famille d'aliments, finalement, le choix est assez restreint, même si des fois on peut essayer de varier, mais au final, on va varier éventuellement quand on est au resto ou sinon quand on fait la cuisine, quand on reçoit des personnes chez soi, sauf si on a un plat fétiche qu'on adore faire et on fait toujours le même parce qu'on y arrive très bien, mais l'exploration se fera pas forcément dans le quotidien, se fera sur des moments un peu particuliers. Est-ce qu'il y a des catégories de personnes? Parce que j'ai la sensation, par exemple, personnellement, de faire partie de ceux qui adorent goûter des choses qu'elles connaissent pas, justement, ou qui sont différentes. Alors qu'à l'inverse, il y a peut-être certains de mes amis qui testent pas trop. Est-ce qu'il y a des typologies comme ça de personnes? Alors effectivement, on peut retrouver deux tendances. Une tendance qui est plutôt aventurière, comme ce que vous témoignez, de goûter des nouveaux aliments, de vous lancer un peu dans une aventure gustative et culinaire. Et puis d'autres qui vont être beaucoup plus prudents quand ils vont voir quelque chose de nouveau dans leur assiette. En fait, ils vont le regarder, ils vont le sentir, ils vont éventuellement le toucher, ils vont prendre un tout petit bout sur leur fourchette et éventuellement, ils vont le goûter. Il y en a qui font pas tout ça, hein. Il y en a qui vont rester sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils connaissent, et ils vont pas tellement chercher à explorer les nouveaux goûts. Mais cela dit, les deux cohabitent très bien. Selon Doriane Cotel, il existe donc deux catégories de personnes. D'un côté, les aventuriers, qui vont avoir tendance à tester de nouveaux plats et de nouvelles saveurs, et de l'autre, les prudents, qui aiment retrouver dans leur assiette ce qu'ils connaissent et aiment déjà. C'est quelque chose que l'on peut tous très facilement observer au sein de notre entourage. On a toujours des amis qui semblent tout aimer et qui vont oser des associations vraiment risquées, même s'ils les ont jamais goûtées, et d'autres qui vont se montrer beaucoup plus frileux à l'idée de commander des huîtres à la mangue, par exemple. Ils vont plutôt se tourner vers des saveurs plus conventionnelles, comme le burger de la carte. J'ai demandé à Doriane Cotel à quand remontaient ces deux typologies de comportements alimentaires. C'est là qu'elle m'a expliqué que ça datait des origines même de l'humanité. Ça remonte un petit peu à l'époque où on n'avait pas toute cette diversité qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assiettes, dans les restaurants, dans les supermarchés, et que quand on était dans les cavernes, au départ, c'était plutôt chasseurs-cueilleurs. Et en tout cas, il y en a probablement qui ont vu des aliments et qui se sont dit tiens, ça se trouve, ça se mange.
Alors les aventuriers en fait ont permis de les manger et les prudents ont permis que tout le monde ne s'empoisonne pas. C'est comme ça qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des aliments qui sont consommables, enfin des aliments, des choses consommables et des choses qui ne le sont pas pour qu'on sache que les aliments soient enfin que les champignons par exemple soient vénéneux et il a bien fallu qu'il y ait des gens qui les mangent et qui meurent et que les prudents regardent en se disant, «Bah, en fait non, c'est pas une bonne idée» et c'est là où la cohabitation des 2 est intéressante. J'avais jamais pensé que mon amour pour les choses nouvelles et parfois étranges était en réalité des restes de mes ancêtres aventuriers de la préhistoire. En entendant ça, j'ai réalisé qu'il y a quelques milliers d'années, j'aurais sûrement mal fini après avoir testé le mauvais champignon. Pourtant, s'il existe des personnes plutôt aventurières, dont je pense faire partie, et d'autres plus prudentes, ces comportements ne sont pas figés. Dans certaines conditions, il peut arriver que les aventuriers en aient assez de goûter des choses nouvelles et aient envie de retrouver un plat ou une saveur qu'ils connaissent. Et à l'inverse, les prudents peuvent très bien manger un plat qu'ils n'avaient jamais goûté avant. Pour Dorian Cottel, c'est notamment le cas lorsqu'on voyage et qu'on se retrouve dans un contexte inhabituel. Alors je pense qu'en voyage, il y a, un peu le principe du nécessité fait loi. Probablement les premiers jours, ces personnes-là vont passer des moments un peu compliqués, mais finalement assez vite, comme il y a pas le choix, de toute façon, elles vont être, contraintes de manger ce qu'il y a et ce qu'elles connaissent pas. Donc c'est finalement une expérience qui est hyper intéressante pour elles parce que c'est un peu se jeter dans le grand bain. Il y a des menus qui sont en langue étrangère, et dans un alphabet étranger et je me souviens d'une amie qui était partie faire un road trip d'une année à travers l'Europe et l'Asie, et elle passait dans un pays où l'alphabet n'était pas le même. En fait, elle comprenait rien à la carte. Et du coup, elle a pris un truc au hasard. C'était des insectes. Et là, c'était un grand moment de solitude pour elle. Mais elle a mangé. C'était une aventurière. J'ai la sensation que, par exemple, même un aventurier, après avoir passé quelques semaines, quelques mois ou même un an à l'étranger, on rêve d'une baguette, on rêve de fromage. On a ce besoin, en fait, quoi qu'il arrive, de remanger des choses qu'on connaît, qu'on a souvent mangées. À quoi c'est dû? C'est dû à pas mal de choses. C'est des aliments qui sont connus et qui manquent. Et aussi parfois en voyage, il y a une certaine monotonie et les aliments connus et usuels du pays d'origine, sont absents et quand les personnes reviennent, c'est un peu le même plaisir que retrouver son lit, en fait. C'est retrouver, son assiette avec, bah, voilà, une bonne baguette, du petit boulanger qui va bien, le fromage, et des aliments qui manquent parce qu'ils font partie du quotidien et qui sont, aimés et qui font partie, en fait, de la personne. Si on a parfois envie de retrouver des aliments qu'on connaît, c'est donc parce qu'ils font partie de nous et de nos habitudes. Ils nous composent en quelque sorte. Manger un aliment qu'on a déjà goûté et apprécié et qui est associé à une expérience positive ou à notre quotidien nous assure de revivre ces moments agréables, mais aussi de consolider notre propre histoire et nos propres goûts. C'est pour ça que sur Internet, on retrouve par exemple plein de sites qui permettent aux Français de faire le plein de fromage, de vin ou de saucissons quand ils voyagent. Dans un sondage d'Opinionway réalisé l'année dernière, on dit même que pour 60% des Français immigrés, c'est la baguette de pain qui leur manque le plus parmi tous les aliments. Ça m'a fait penser au premier épisode de Manger, quand je cherchais à comprendre comment se construisaient nos goûts alimentaires. La chercheuse Sophie Nicklaus m'avait expliqué que ce que l'on aimait ou pas prenait racine dans l'enfance et que le goût, comme le reste, était le résultat d'un apprentissage. Je me suis donc demandé si l'éducation jouait là aussi un rôle dans la façon que l'on avait de percevoir les nouveaux aliments. Même dans les familles qui mangent de tout et qui valorisent la découverte, il existe une période durant laquelle les enfants ne veulent pas manger ou goûter de nouveaux aliments. Moi qui ai 4 petites sœurs par exemple, je me souviens très clairement de mes parents qui s'arrachaient les cheveux pour qu'elles mangent leurs carottes, leurs petits pois ou leurs steaks hachés. Cette phase de rejet de certains aliments porte un nom. Ça s'appelle la sélectivité alimentaire ou la néophobie alimentaire. Alors c'est, un phénomène qui est, tout à fait normal. Ça commence à partir de 2 ans à peu près, l'âge du non.
une phase d'autonomie, d'affirmation de soi. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans, voire plus dans certains cas. Et c'est un moment où l'enfant, en fait, refuse les aliments nouveaux. Alors, c'est les aliments nouveaux, pas au sens où nous, on l'entend, mais par exemple, s'il a l'habitude de manger des purées de carottes et qu'on lui propose des carottes râpées, en fait, c'est nouveau dans le sens où ce qu'il voit est nouveau. Et du coup, pour lui, c'est un nouvel aliment. Et ça va être le refus où il va chipoter, il va trier des morceaux de persil, il fait du tri dans son assiette, il peut mâcher très longtemps. Souvent, ça exaspère l'environnement, enfin l'entourage, pardon. Et c'est ça, cette phase de néophobie alimentaire. Pour vous, quel rôle peut jouer l'éducation dans la façon qu'on a de percevoir de nouveaux aliments? Est-ce que des enfants à qui on a appris à goûter plein de choses vont se retrouver plus naturellement ou plus facilement dans la catégorie des personnes qui ne sont pas effrayées à l'idée de goûter un plat inconnu? Est-ce que l'éducation a un rôle à jouer là-dedans? Oui et non. Oui, parce que, si on vient d'une famille où on aime manger des nouveaux aliments, où il y a une curiosité qui est déjà présente, bah, finalement l'enfant baigne dans cette curiosité et même si à un moment donné, sur la phase de néophobie alimentaire, ça se ferme, l'enfant garde ça, en lui parce qu'il l'aura vu, il aura été confronté et a priori à l'âge adulte, ça se passe bien. En revanche, les enfants qui baignent, dans un environnement alimentaire, plutôt restreint auront plus de difficultés, alors c'est pas systématique, hein, mais a priori, ils auront plus de difficultés à élargir leur panel de choix alimentaires. Néanmoins, il y en a qui vont baigner dans une curiosité, qui seront très sélectifs, et d'autres qui vont baigner dans un environnement très restreint en termes de choix alimentaires et qui, au contraire, seront très explorateurs. Donc, mais quand même, les parents, comment mangent les parents, ça joue beaucoup. Et après, il y a tout l'accompagnement de la néophobie alimentaire, si elle est présente chez l'enfant, qui peut jouer. C'est-à-dire comment on accompagne l'enfant à ne plus avoir peur des aliments nouveaux. Jusqu'à ma rencontre avec Doriane Cotel, j'avais jamais vraiment entendu parler de néophobie alimentaire. Comme j'étais intriguée, je lui ai demandé si cette période était propre à l'enfance ou si elle pouvait se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Elle m'a alors répondu que chez certaines personnes, la néophobie alimentaire pouvait s'enraciner et les suivre toute leur vie. Ça veut dire que même adultes, ces personnes refusent de consommer plusieurs aliments et groupes d'aliments et ont beaucoup de mal, voire même sont incapables, de goûter ou de manger des choses qu'elles ne connaissent pas. Dans ce cas, ça devient un trouble du comportement alimentaire. C'est là que Doriane Cotel m'a confié que ça avait été son cas pendant plusieurs années, jusqu'à ses 25 ans. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussée à entamer une carrière de diététicienne. Pour en savoir plus sur la néophobie alimentaire des adultes, Maëlle, qui travaille chez Louis Média, m'a parlé de Constance, une amie à elle. Aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été néophobe alimentaire, sans connaître les origines ou les raisons de cette sélectivité. Elle fait justement partie de ces personnes dont les parents mangeaient de tout et qui encourageaient la découverte culinaire, mais qui a toujours eu beaucoup de mal à manger des aliments qu'elle ne connaissait pas. Maëlle est allée l'interviewer chez elle, à Boulogne, au sud-ouest de Paris. J'ai peur de goûter de nouveaux aliments. Depuis toujours, en fait. Je m'en suis rendu compte il y a, je dirais, quelques mois. Enfin, j'ai mis un nom sur ça il y a quelques mois. Mais ouais, depuis aussi loin que je me rappelle, en fait, toujours été hyper compliquée sur la nourriture. J'ai jamais osé, on va dire, goûter des aliments que je connaissais pas, ou j'ai toujours, en tout cas, eu une relation compliquée à la nourriture, on va dire. Avec ce que m'avait expliqué Doriane Cotel sur le rôle de l'enfance dans notre rapport aux nouveaux aliments, Maëlle a voulu en savoir plus sur l'éducation de Constance. Alors, mes premiers souvenirs de quand j'étais à table, je dirais que vraiment le tout premier que j'ai, c'est à table avec mes parents et ma sœur, où je pense que énormément de gens ont vécu ça, mais c'est le moment où, tu sais, tes parents ils te disent tu sortiras pas de table tant que t'as pas fini ton assiette. Et où je restais très 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 longtemps à table. Je me rappelle, ils regardaient les infos pendant que moi j'étais encore à table toute seule. Et en général, j'allais jeter le reste de mon assiette à la poubelle et j'étais en mode j'ai fini, alors que pas du tout. Et après, je sais que j'ai un souvenir aussi quand j'étais toute petite.
chez mes grands-parents avec, je crois qu'il y avait un peu toute la famille, autour de la table et en gros, je devais goûter, du melon. Enfin, je devais manger du melon, sauf que genre j'aimais pas ça du tout et du coup, je voulais pas et je me rappelle pas exactement du déroulé entier de l'histoire, mais je me souviens que à la fin, j'ai fini sous la table, genre en train de manger mon bout de melon, à côté des pieds des gens, parce que, tout le monde voulait me forcer à manger et moi je voulais pas, du coup j'ai fini sous la table. À la préadolescence, Constance avait toujours beaucoup de mal à manger certains aliments. Elle ne mangeait ni viande rouge, ni poisson, ni légumes, ni condiments, ni épices ou herbes aromatiques. Comme ça commençait vraiment à préoccuper ses parents, mais qu'ils ne voulaient pas la forcer à manger non plus, ils ont finalement décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue. Et je me rappelle avoir entendu la psychologue dire à ma mère non mais vous en faites pas, ça arrive pour beaucoup d'enfants, ça va changer avec le temps, quand elle grandira, elle goûtera plus, elle aimera plus de choses et ça ira mieux quand elle grandira. Et d'ailleurs ma mère me répète souvent cette phrase en me disant mais on m'avait dit que, alors que non. Mais voilà, après je pense que elle a eu un peu confiance en ça et du coup elle voulait un peu laisser passer le temps, mais bon il s'avère que ça n'a pas changé avec le temps. Arrivée à l'âge adulte, Constance a toujours autant de mal à goûter de nouveaux aliments. Elle mange très souvent les mêmes choses et d'une manière bien spécifique. L'idée de devoir goûter quelque chose lui fait peur, d'où le terme de néophobie alimentaire. Je sais pas comment le décrire parce que c'est comme si ça me faisait un blocage, comme si j'étais incapable de le faire en fait, ouais, c'est un peu de la peur, limite je suis tétanisée quoi, vraiment ça me bloque. Je sais pas pourquoi d'ailleurs justement, mais ouais, j'ai l'impression en fait c'est hyper surdimensionné dans ma tête, c'est vraiment comme si on me demandait de faire un truc sauter d'un pont quoi. Constance a un comportement assez similaire à celui expliqué par Dorian Cottel, qui parlait des enfants qui triaient dans leur assiette lorsqu'ils entraient dans la phase de néophobie alimentaire de l'enfance. Je suis pas hyper dérangée par les textures vraiment des aliments. Je dirais s'il y a quelque chose qui me dérange éventuellement, c'est le mélange des textures. Par exemple, je sais que les yaourts, par exemple, les yaourts avec des morceaux, ça va me déranger. J'aime pas le mélange de liquide avec du dur. Pareil, par exemple, dans ce que je mange, on va mettre du riz et des haricots verts. Je sais que séparément, j'aime bien les deux. Mélangés, j'aime moins. Si j'ai la possibilité de séparer dans mon assiette, je vais le faire. Comme on peut se l'imaginer, la néophobie de Constance n'est pas le truc le plus simple à vivre en société. Elle est souvent la cible de remarques ou d'attitudes très violentes. Elle nous a parlé d'une fois, au lycée, où elle était partie en vacances avec ses amis. Je me souviens qu'une fois en vacances, en seconde, j'étais partie avec des amis et on faisait une plâtrée de pâtes, sauce tomate et tout. Et moi, je leur avais dit, désolé les gars, je me fais un plat à part et tout, parce que moi, je peux pas. Et ils m'avaient un peu forcé, enfin même plus qu'un peu d'ailleurs, ils m'avaient un peu forcé à en manger. Et j'avais essayé, mais vraiment, j'ai eu le haut de cœur, quoi. J'ai cru que j'allais vomir dans mon assiette et j'étais, ah non, les gars, vraiment, je peux pas, désolé, je me fais un truc à part. J'étais avec des amis où j'avais pas forcément une relation, où j'étais capable de leur expliquer vraiment ce que ça me faisait. Du coup, je juste leur disais en fait que non, j'ai pas envie, et puis voilà. Et t'as pas forcément envie d'aller à l'encontre parce que même toi, au final, tu sais qu'en réalité, t'énerves tout le monde et tu t'énerves aussi toi. Limite, t'as envie de t'excuser alors que t'as pas à le faire. Et je sais que ça me fait ça aussi avec ma famille, dans des dîners de famille et tout. À chaque fois, j'ai la même réflexion tout le temps. Ah, c'est toujours pareil. Ah, tu manges toujours pas plus de choses. Non, en fait. Juste faites-vous une raison. Je le dis à chaque fois, vraiment à chaque fois, mais je suis genre, non, mais en fait, c'est comme ça changera pas. Donc, soit tu t'habitues, soit tu continues à me faire des réflexions tous les ans, mais c'est aussi chiant pour toi que ça l'est pour moi. Et du coup, voilà, tu prends sur toi et tu finis ton repas, et puis après, ça se passe bien, quoi. Si la néophobie alimentaire de Constance a parfois du mal à passer auprès de ses proches, qui ne la comprennent pas vraiment, l'expérience du restaurant est aussi une épreuve pour elle. Entre ce qu'elle aime et n'aime pas manger, ou les modes de préparation qu'elle apprécie ou a du mal à supporter, Constance se retrouve parfois dans des situations compliquées, où elle se sent obligée de s'adapter et surtout de se justifier. Alors le restaurant, c'est une assez grande hantise pour moi. J'aime pas vraiment ça.
parce que je suis jamais sûre d'avoir un plat que j'aime bien ou même en général. Enfin, je sais que je me suis déjà retrouvée plein de fois dans des restaurants à devoir dire moi je veux bien des pâtes au beurre, quoi. Mais même en termes de sortie, enfin, c'est quand même une sortie sociale extrêmement courante. Et, et je sais, enfin, j'ai un souvenir particulièrement où j'étais en vacances en Suisse avec mes parents et ma sœur. Et on s'est retrouvés dans une pizzeria où il y avait rien que je pouvais manger. Et je me suis retrouvée, mon père, ma sœur et ma mère avec une énorme pizza et moi avec un bout de pain, quoi. À attendre 1 heure et demie qu'ils finissent leur plat avec le serveur qui vient voir toutes les 3 secondes. Mais vous êtes sûre que vous voulez rien, mademoiselle? Du coup, ouais, c'est pas, c'est pas hyper cool comme moment, quoi. Après, même, ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois avec des potes qui veulent faire des restos ou quoi, et que moi je suis là, ouais, mais bon. Ou genre, je prétextais être malade pour pas y aller, quoi. Dans le cas de Constance, qui est néophobe alimentaire, les repas pris en groupe, qu'il s'agisse de vacances entre amis ou de soirées au restaurant, sont donc associés à des moments difficiles. Il faut se justifier, s'adapter, se forcer, ou parfois carrément accepter de ne rien manger. Dans ces moments-là, elle est souvent la cible de questions brusques et de remarques désobligeantes. Mais si elle est en confiance et qu'on la juge pas, elle nous a aussi dit qu'il lui arrivait de pouvoir goûter de nouvelles saveurs. Pour le moment, c'est pas très concluant, mais elle y travaille et elle a la sensation d'avancer dans la bonne direction. Le témoignage de Constance incarne assez bien cette tendance générale à dévaloriser les mangeurs prudents. Alors, je ne sais pas si les curieux sont valorisés, les prudents sont dévalorisés, ça c'est sûr. Et les curieux, peut-être, sont valorisés dans le sens où aujourd'hui, on a quand même une offre alimentaire qui est quand même très mondialisée. Et on peut manger français, mais on peut manger thaïlandais, on peut manger chinois, on peut manger japonais, on peut manger mexicain, on peut manger éthiopien. Enfin, on peut manger vraiment de tout et manger varié. On en parle beaucoup et je pense que c'est pour ça que les personnes se disent mince, en fait, je mange peut-être pas suffisamment varié et où le côté aventurier est peut-être un peu plus, je vais pas dire à la mode, mais c'est celui-là qui est plus valorisé. Mais c'est une valorisation qui est particulière. Particulière dans quel sens? Dans le sens où on n'encourage pas, c'est un encouragement un peu en sourdine. C'est pas un encouragement franc à être aventurier, juste on est confronté à une grande variété. Sauf que cette grande variété, au final, elle n'est pas forcément adaptée à nos besoins, parce que si le corps a un panel d'aliments trop important, c'est beaucoup plus difficile pour lui de nous guider dans des choix alimentaires qui sont bons pour nous. Donc si on mange trop varié, le corps a plus de mal à envoyer les bons signaux pour dire là j'ai très envie de cet aliment et c'est celui qui me fera du bien. Ouais, c'est un peu le principe du trop de choix, tu le choix. C'est-à-dire que pour réguler notre alimentation, on a tout un système de sensations alimentaires que sont la sensation de faim qui nous dit quand on a besoin de manger, les appétits spécifiques qui nous disent de quoi on a besoin pour notre corps, et le rassasiement qui nous dit quand on n'a plus besoin, et la satiété qui nous dit quand on n'a pas besoin. Et les appétits spécifiques, ça va être par exemple... je sais pas, on a faim parce qu'il est 12h30, 13h et là on va commencer à penser à ce qu'on pourrait manger et il y a des aliments qui vont apparaître. Alors d'une manière assez flagrante, c'est ce qui nous donne envie à la montagne de manger une tartiflette ou une raclette parce que il fait froid, qu'on a fait du ski, qu'on s'est beaucoup dépensé, et cette même raclette, si on est au bord de la plage sous les cocotiers par 35 degrés, on n'en aura pas du tout envie, mais par contre on aura plus envie d'un smoothie, d'une glace, de la pastèque, du melon, des choses plus fraîches. Et ces appétits spécifiques, plus le choix alimentaire, plus la variété de base est grande, plus ça va être difficile de savoir de quoi on a envie et en fait de quoi on a besoin. C'est comme Netflix. Netflix, l'offre est tellement grande qu'au final, on ne sait plus quel film choisir. Avec ce que dit Doriane Cotel, on réalise que la très grande variété de plats, de saveurs, d'aliments que nous avons à notre disposition aujourd'hui dans nos pays occidentaux pousse les plus prudents d'entre nous à se remettre en question.
à se dire qu'ils n'aiment pas assez de choses et à culpabiliser ou à se sentir dévalorisés par rapport à des personnes qui afficheraient des goûts plus cosmopolites et plus aventuriers. Pourtant, cette profusion de choix n'est pas toujours un cadeau. Face à une offre trop importante, notre corps a du mal à exprimer ce dont il a besoin. C'est exactement ce qui se passe quand on est face à un menu à rallonge au restaurant. Quand il y a tellement de choix qu'on commence à stresser et à paniquer sans savoir ce qu'on veut commander. Pour finir, Doriane Cottel m'a rassurée sur le fait de souvent manger les mêmes choses. Mais est-ce qu'il y a vraiment un risque particulier à manger toujours la même chose ? À partir de quand c'est un problème en fait ? C'est un problème quand les différentes familles d'aliments ne sont pas suffisamment représentées. Si par exemple on consomme énormément de produits transformés et qu'il y a assez peu d'aliments bruts, là c'est effectivement un risque parce qu'on va se retrouver finalement à manger, je sais pas moi, on va retourner un peu sur cette alimentation, pommes de terre, pâtes, riz, jambon, et au final avec assez peu de légumes, assez peu de fruits, éventuellement peu de produits laitiers, ou alors si c'est des produits laitiers, enfin des desserts lactés, ce sera plutôt des crèmes. Et là effectivement, à terme, c'est un peu, ça peut être un peu à risque parce qu'on risque de manquer de vitamines, de fibres, de minéraux. Donc là, effectivement, c'est compliqué. Mais tant qu'on mange plutôt varié, en réalité, ça va. On peut manger à peu près toujours la même chose sans que ce soit un cataclysme. Tout à fait. C'est plutôt rassurant. En fait, l'idée, c'est d'avoir un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de poisson, de viande, etc., un petit peu de féculents, un petit peu de fromage, de yaourt, un petit peu de ces huiles, le beurre, tout ça, un peu de produits sucrés, un petit peu de boisson, de l'eau, éventuellement du vin ou des jus de fruits. Mais voilà, si on tourne un peu dans tout ça, même si dans chaque famille d'aliments, il n'y en a que quelques-uns qui sont représentés, c'est pas très grave. On peut se détendre. Grâce à l'expertise de Doriane Cottel, on sait désormais pourquoi nous avons tendance à manger si souvent les mêmes choses. On sait par exemple qu'il existe 2 grands types de comportements alimentaires. Les aventuriers, qui aiment tester de nouvelles choses, et les prudents, plus routiniers. Grâce aux aventuriers, l'espèce humaine a aujourd'hui une alimentation très diversifiée. Mais c'est grâce aux prudents que nous ne nous sommes pas tous empoisonnés. L'équilibre entre ces 2 populations est donc essentiel. Pour autant, qu'on soit aventurier ou prudent, on a tous tendance à manger régulièrement les mêmes choses. D'abord, parce que les aliments que l'on connaît ont une dimension rassurante et pratique. On sait comment les manger, avec quoi et comment les préparer. C'est aussi une façon de se raccrocher à son histoire et à son identité. C'est notamment pour ça qu'on a envie de manger des plats qu'on connaît et qui nous manquent après quelques semaines à l'étranger. On sait aussi que notre éducation, même si elle ne détermine pas tout, joue un rôle prépondérant dans la façon que nous avons de percevoir la nourriture que l'on ne connaît pas. Les enfants ayant été exposés à une grande diversité alimentaire auront plus tendance à goûter de nouvelles choses une fois adultes. Enfin, dans des cas plus rares, on sait désormais aussi que la néophobie alimentaire de l'enfance peut perdurer parfois jusqu'à l'âge adulte. C'est le cas de Constance, qui a toujours eu un rapport très compliqué avec la nourriture. Mais comme me l'expliquera Doriane Cottel, la néophobie alimentaire ou la sélectivité de manière générale ne nécessite de consulter que lorsque les personnes concernées en souffrent et en ressentent le besoin. C'est un comportement alimentaire qui peut être corrigé grâce à une thérapie ou accompagné d'un professionnel. Si, même restreinte, l'alimentation reste variée, il faut donc comprendre que ce n'est pas un problème et que ce n'est pas dangereux pour la santé. On conseille donc aux proches de ceux qui trient dans leur assiette ou qui semblent difficiles de ne pas les forcer, de ne pas les culpabiliser ou de les dévaloriser. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Manger. Et vous, quel est l'aliment que vous mangez tout le temps ? Dites-nous quels sont vos plats fétiches ou les restaurants dans lesquels vous allez souvent sur Instagram @manger_podcast.
Vous pouvez aussi m'en parler sur mon compte, @Lauriane, avec 2 N, M-E. Manger se savoure sur iTunes, Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire qui nous veut du bien. Manger est un podcast de Louis Média réalisé par Simon Cacheux. La prise de son et le mix ont été faits par Tristan Mazir et Benoît Daniel. La musique est de Jean Thévenin. À la production, Maëlle Diallo avec Maureen Wilson et Mélissa Bounoua. Et Florence Abitbol m'a assistée dans le choix des intervenants de cet épisode. À la prochaine!